Salut les amis, bienvenue dans Mint and Drink, le podcast décontracté qui parle de NFT tous les dimanches matins. Dans cet épisode enregistré le vendredi 7 octobre 2022, avec Devac on revient sur le re-rachat de Twitter par Elon Musk. Un projet bien plus ambitieux que ce qu'on croit, on vous explique pourquoi. Des archéologues blockchain ont retrouvé le plus ancien contrat NFT jamais créé sur Ethereum. La prouesse est-elle historique ou anecdotique? Moonbirds lance sa DAO, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va aussi vous parler de Lacoste, de Nike Artefact, des Cool Cats, de Gary Vee, de Pirates Lab, c'est parti. Hello Devac, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Tu nous bois quoi aujourd'hui? Alors là, il est midi, vendredi midi. Donc j'ai pas encore commencé la bière. Par contre, je suis encore au jus d'orange. Pas pressé cette fois-ci, malheureusement. Ah non, Pour garder la non. saveur. Pour... On peut pas toujours faire mieux. Moi, je suis à l'expresso avec une petite bouteille d'eau. Donc effectivement, Cool. plutôt soft pour l'instant. Bon, semaine qui était courte, mais il y a quand même pas mal d'infos à partager sur ce qui se passe côté NFT. D'abord sur les volumes, Devac et moi, on va se mettre à la recherche d'un dashboard qui permette de tout compiler parce que chaque semaine, c'est vrai qu'on vous partage des infos sur ce qui est vendu sur OpenSea. Mais en fait, OpenSea, qui est un peu le bon coin du NFT, se fait de plus en plus concurrencer par d'autres plateformes, Magic Eden, X2Y2, t'as vu, j'arrive à le dire, et d'autres. Et du coup, c'est vrai que ça commence à devenir compliqué de vous donner une idée très macro en fait de ce qui se passe sur le marché des NFT. Donc on va se mettre à la rechercher. En attendant, on puise un peu les chiffres à droite à gauche. Mais... Sur cette semaine, OpenSea, 83 millions en volume. Magic Eden, 20 millions, tu vois. Et X2Y2, 16 millions. Donc en vrai, franchement, ils prennent vraiment des parts de marché depuis septembre. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, donc c'est vrai que c'est un nouveau paradigme. Autant à une époque, il n'y avait que OpenSea quasiment qui était représenté 90% des transactions. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc il faut qu'on s'adapte. Je pense que d'ici semaine prochaine, on aura trouvé. Mais en attendant, on va vous donner les chiffres qu'on a, les chiffres qui nous sont accessibles, notamment les ventes sur OpenSea qui continuent en fait à baisser Ouais. semaine après semaine. Et c'est vrai qu'on est toujours sur un beau bear market en termes de volume global sur les NFT. Je sais pas si tu as d'autres choses à raconter là-dessus. Non, après, le prix de l'Ethereum, alors, le volume par semaine sur OpenSea est impacté aussi par le cours de l'Ethereum. Et le cours de l'Ethereum, il est plutôt stable en ce moment, à 1250, Grave, 300 dollars. grave. Mais bon, ça fait pas trop bouger, in fine, le volume sur OpenSea, parce que comme je le disais, c'est plutôt stable. Donc c'est vraiment, je pense, c'est juste qu'il y a moins d'échanges sur OpenSea, quoi. Tout simplement, il y a moins de wallets. Ouais. Si je regarde depuis le début de l'été, depuis on va dire le 21 juin, pour avoir un ordre d'idée, le Standard & Poor's aux États-Unis est stable. Il a fait moins 0,54%, alors que l'Ether, il a fait plus 20%. Donc on a pour une fois en fait une espèce de petite décorrélation entre tu vois, la valorisation, l'évolution des prix des cryptos et l'évolution du prix de la bourse en fait au global. Depuis le début, on a toujours dit que c'était deux choses qui étaient très corrélées. Et depuis cet été, on note voilà, c'est pas non plus drastique, mais une petite décorrélation en fait pendant la baisse du marché action américain là cet été et surtout en septembre. Bah, en fait, les prix Bitcoin et Ether sont restés stables. Ouais. Il y a un truc que j'aimerais bien voir, c'est savoir si l'écosystème NFT va suivre le même cycle que le cycle des cryptos. Tu sais, où il y a justement tous les 2 3 ans le bull et le bear. Est-ce que le Ouais, NFT va suivre ce trend-là ou potentiellement, tu vois, vu qu'en ce moment on voit tellement de grosses marques qui commencent à construire des choses derrière et créer des utilités, et je pense que de toute façon l'adoption de masse passera par, un, justement casser toutes les barrières techniques, technologiques, deux, mettre des utilités derrière les NFT. Et donc du coup, bah, tu vois, on avait parlé il y a quelques semaines de Starbucks qui a des millions d'adresses email parce que voilà, ils ont une fanbase ou des personnes qui consomment du Starbucks assez souvent. Bah, tu vois, ils peuvent onboarder plusieurs millions de gens vraiment en un seul clic s'ils font euh, migrer leur loyalty programme en Web3, tu vois. Enfin, ouais, tu vois, ça ramènerait encore plus de monde. Et ouais. les gens verraient même pas qu'ils échangent des NFT ou ils échangent des tokens, en fait, parce que c'est derrière un wallet ou derrière, personne verrait la technologie, quoi. Mais tu Ouais. vois, je me posais justement cette question, est-ce que ça va suivre? Parce qu'il y a plein de marques qui commencent à construire. C'est encore très timide, mais
C'est une Je bonne sais pas. question. Vu que c'est C'est une encore tout bonne, nouveau. c'est une bonne question. Les NFT sont vraiment explosé en 2020, mais en même temps que le bull market global des cryptos. Maintenant, c'était une année très particulière pour les NFT parce que c'est vraiment là que tout le monde a découvert ça, via Ouais. Beeple, via NFT Top Shot, NBA Top Shot, etc. 2021, pareil. Là, on subit le bear comme tout le crypto et comme toutes les actions à valeur technologique, même comme toutes les actions tout court. Prochain bull, ce sera très intéressant de regarder ce qui se passe. En attendant, comme dit la semaine dernière, ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi les floors des grosses collections qui se maintiennent plutôt pas trop mal. Et ça, c'est un bon indicateur pour vous faire une idée de ce qui est solide et ce qui l'est pas. Je prends un exemple, il y a les Cool Cat. Là, depuis 2 semaines, qui ont quasiment doublé en termes de floor. On est à Ouais. 3,50 Ether en ce moment, on était plutôt en dessous de 2 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en fait, ce genre de collection qui arrive à résister malgré un marché morose envoie un signal que ce sont des projets iconiques en lesquels les gens croient quoi qu'il arrive. Alors, Euh, Coolcat, il y a aussi la news, et on en parlera oui, justement tout à l'heure. Ça a pris ouais, 20% aussi juste après. Mais c'est vrai que c'est oui, plutôt stable, quand même, Coolcat. Coolcat. ouais, et plein d'autres quoi. Donc c'est ça qui est intéressant à regarder en ce moment, je trouve. Et le gros enseignement, c'est qu'est-ce qui en bear market se maintient, un minimum niveau prix. Ce qu'on peut dire maintenant sur le top 10 des NFT les plus échangés, et cette fois-ci, pour le coup, Devac nous a trouvé un site où on peut voir toutes les collections et pas seulement celles qui sont échangées par exemple sur OpenSea. Donc ça va inclure par exemple Sorare, etc. Et donc ça c'est plutôt chouette. En tout Ouais, cas moi je me suis dit là je suis sur les 30 jours, tiens sur les 7 derniers jours. c'est le dernier jour. On Allez le on se fait le mettra top en rapidement. footnote. Ouais. Yes. Les premiers, les CryptoPunk, 10 millions de dollars d'échanges. Rien à signaler là-dessus. C'est la collection la plus iconique de tous les NFT. Si vous ne connaissez pas, arrêtez immédiatement d'écouter ce podcast et tapez CryptoPunk sur Internet. Deuxième, les Renga. On en a parlé longuement aussi. Enfin, longuement. On en a parlé au cours des derniers épisodes. Ça pump en ce moment, mais c'est une collection relativement nouvelle qui a le mérite d'être très jolie. Si vous voulez faire un tour dessus. Ouais. C'est vrai que sur Twitter, les gens le. Enfin, je trouvais On en voit un qu'il peu, hein. Arriver, pas ouais. mal de gens qui supportent mais enfin le design en fait. C'est vrai que enfin quand tu regardes un NFT, le premier truc que tu regardes c'est pas spécialement le nom, l'histoire, c'est vraiment le visuel et c'est Exactement. quand même très appealing quoi, le visuel. En tout cas, moi, après c'est subjectif, moi je suis pas très fan, mais les gens voilà, le comparent très bien à Azuki qui fait partie vraiment des top C'est intéressant. Pourquoi t'es collections pas très assez fan, belles, toi? tu vois. Qu'est-ce qui Je sais te. pas, je sais pas, je sais pas. Je pourrais pas te dire en vrai. Ok. Juste, ça me parle pas quoi. Tu vois, Ah, c'est Azuki, moi intéressant, pour le tu coup, vois. ça me parlait beaucoup plus. Tu vois, je sais pas. Ah, c'est marrant, tu vois. On n'a pas le même avis. Moi, je trouve Renga vachement. J'aime bien. Troisième, les Bored Ape. Pareil, hein, vous éteignez immédiatement ce podcast si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Bored Ape et vous allez regarder sur Internet. Mais en gros, c'est l'une des collections les plus iconiques de tout le marché. Sorare en quatrième. Pareil, hein, c'est les cartes de footballeurs à collectionner avec lesquelles on peut jouer. D'ailleurs, c'est un projet français. Ouais. Les Mutant Ape 5e qui sont un dérivé des Bored Ape, on n'en parle pas. QQL Mint Pass, on en a parlé longuement, c'est la nouvelle collection de Tyler Hobbs, l'un des artistes d'art génératif les plus influents du milieu. D'ailleurs, une petite parenthèse sur Tyler Hobbs. Donc, comme, enfin, on vous l'avait dit la semaine dernière, on sort une newsletter hebdo et cette semaine, enfin, dans la newsletter, on a justement un petit laïus où on parle de l'artiste de la semaine. Sachant que Tyler Hobbs, c'est un artiste qu'on couvre plus ou moins un épisode sur deux. On s'est dit on va le couvrir cette semaine, donc on fait vraiment un gros focus sur Tyler Hobbs, qui il est, ce qu'il a fait dans sa vie, enfin voilà, son historique et les 2-3 dernières collections qu'il a pu sortir dans le monde du Web3. Donc comme ça, vous allez avoir vraiment un contexte sur cet artiste qu'on couvre plus ou moins à chaque fois, mais voilà, on le dit un peu à l'oral, mais du coup là vous allez voir justement sur la newsletter, ça sera sur un texte et avec même des images, parce que du coup on vous montre pas spécialement les NFT, les visuels, etc. Mais Yes. vous aurez ça sur la newsletter. En 7e position, on retrouve Kitaro World. Je me suis pas trop renseigné sur cette collection, Pareil. je t'avoue. Je Pareil, pense je pas que sais ça pas ait du un tout. énorme intérêt. En 8e, en revanche, intéressant, on n'en a pas parlé. Les Juste sur NF... Kitaro, Ouais, vas-y. les whales sont dessus, apparemment. Ok. Il fait partie des top collections qui sont tradées par les whales. Par les gros portefeuilles. Ok, Yes. intéressant. Donc en 8e, on a les NFL All Day et ça m'a l'air d'être un peu comme les NBA Top Shot, mais version football américain. D'ailleurs, c'est créé par la même société Sur qui Flow. s'appelle Dapper Labs sur Flow, donc la même Ah ouais. blockchain que les NBA Ok. Top Shot. Yes. Yes. Et du coup, l'idée, c'est de collectionner des moments particuliers, des moments qui ont marqué l'histoire de la NFL, donc la ligue de football américain. Voilà, c'est
pas forcément quelque chose qu'on va beaucoup trader, je pense, en Europe. Mais voilà, Non. c'est intéressant que des choses sur Flow et côté sport reviennent sur le devant de la scène. 9e, les Colenex, on va en parler un petit peu à la fin du podcast. Il y a quelques petites nouvelles, même s'il n'y a pas trop d'infos pour le moment, mais ils sont en train de teaser quelque chose d'assez fat, visiblement. Et en 10e, les éternels Ethereum Name Service, donc les ENS, c'est les adresses email Ethereum en quelque sorte. Je les appelle comme ça, mais c'est pour le vulgariser. Voilà le top 10, donc pas énormément de nouveautés, de nouveaux changements. Pour moi, c'est plutôt Non, mais c'est Bitcoinex toujours, dans le top 10. c'est toujours, ça se consolide sur de l'art, sur des blue chips, c'est un bear market, on le dit à chaque semaine. Ouais. En fait, j'ai Les l'impression que risques tu vois, Ouais. ce qui se passe, c'est que chaque mois dans le top 10, on a toujours les mêmes gros, genre les Art Blocks, donc les Chromie Squiggle, CryptoPunk, Bored Ape, Artefact, tous ces trucs-là. Et puis il y en a un ou deux qui sortent du lot. Genre le mois dernier, c'était évidemment les Degods et les Utes. Ce mois-ci, c'est les Renga. Le mois prochain, il y aura encore autre chose. Ouais, non, de ouf. Et d'ailleurs, je regardais justement les whales dans le whale tracking, je vois quand même des collections jamais vues avant. Slacker Duck Pond, je pense que c'est un peu penned up. Je vais aller regarder quand même, mais un Ouais, floor à peut-être. 0,03, c'est bizarre. Ah oui. Renga, c'est. Ouais, tu vois. Renga, le truc, c'est que Renga, c'est un pari, quoi. En fait, les founders, ils parlent pas. Et tant qu'ils parlent pas, je pense que ça cultive justement ce mystère. Et les gens spéculent sur je sais pas quoi, boostés par des influenceurs et potentiellement une communauté, on sait pas. Et donc, les whales sont dessus, mais franchement, ce projet peut tomber vraiment du jour au lendemain. Et c'est assez risqué comme pari. Mais bon, les personnes qui sont rentrées à 0,01, 0,02, ils sont bien s'ils ont gardé. Ouais. Mais bon. Congratulations, bien ouais. Tu vois, pour faire un parallèle, tu vois, les Goblin Town, en ce moment, ils sont à moins d'un Ether, tu vois. Ils s'étaient montés à 8 au moment où ça pumpait, donc peut-être que les Rengas, ce sera pareil. Le jour où les gens oublient un petit peu, dans 3, 4, 5 mois, peut-être que ça va retomber à moins d'un Ether. Et tu vois, Et voilà. Goblin Time, ils ont annoncé une marketplace et ça n'a pas fait bouger le floor, tu vois. Non. Est-ce qu'ils Et ont tu des vois, projets sur le long terme, etc. Je sais pas. En vrai, c'était quand même un beau use case. Dès le bear market, sont rentrés avec un projet assez drôle et puis ils ont surpris tout le monde, quoi. Et aujourd'hui, en fait, on n'entend pas trop parler, quoi. non, c'est mais des cycles, hein. ouais, c'est ça, c'est des cycles. Au moment où il y a des choses qui sont populaires, dont on entend parler, les gens achètent parce qu'ils espèrent revendre plus cher, tout simplement. Ouais. Pas forcément chercher midi à 14h. Et du coup, voilà. Je pense qu'il faut plus regarder les choses qui sont stables dans le temps et qui étaient populaires l'année dernière et qui continuent à l'être beaucoup cette année, quoi. Et dans les whales, justement, 9e, je vais passer un peu parce qu'on les a tous couverts, donc QQL, Kitaro, Dardids. Ouais. 9e, il y a Probably Label. C'est justement ouais, t'en as parlé de ça. Exactement, on avait parlé pareil dans la newsletter. C'était un mint qui était prévu pour cette semaine. Un mint, c'est une collaboration entre un artiste et un chef cuisinier, mais qui fait plein d'autres choses, très proche on va dire, de la communauté musique aux US, et la Warner. Yes. Et donc, ils veulent faire un nouveau label basé sur des cryptos, sur des NFT, blockchain, etc. Et donc, du coup, le premier mint, donc le Mint Pass, est sorti cette semaine. Et là, donc, tradé par les whales. Forcément, quand il y a Warner, ça réconforte un petit peu. Mais bon, ça veut rien dire après. Mais bon. Ah si, t'as une grosse marque qui se lance dessus et c'est cool. Et 10e chez les whales. Et en fait, je connais pas, j'ai pas vu passer, mais c'est The Mem by 6529. Je vais aller checker ça parce que moi j'aime bien ce mec-là. On le disait la semaine dernière. Ouais. Je l'ai pas vu passer, mais peut-être que tu l'as vu, je sais pas. Non, je sais. Il a lancé une collection qui sont ce qu'il appelle des meme cards que tu peux collectionner. Maintenant, j'ai pas exactement tout suivi parce que c'est comme souvent avec les punks. Ils font exprès que ce soit compliqué d'aller chercher les infos et de tout comprendre d'un coup. J'exagère un peu. Je taille un peu gratos. Mais c'est vrai que j'avais à un moment donné essayé de me renseigner sur ces mêmes cartes qu'il a lancées pour comprendre de quoi il s'agit. Et peut-être que j'avais un peu la flemme aussi. Mais j'ai très vite laissé tomber parce que je trouvais pas les infos de manière assez claire. D'ailleurs, sur 6529, t'as pu minter le. Yes, c'est bon. Le pass pour de le cours. justesse. De justesse mercredi soir. J'ai fait putain, il faut que je le fasse tout de suite.
Ouais, Donc donc au moins, c'est je l'ai. aujourd'hui, hein, le premier cours. Ah ouais. Cet après-midi. Ah Cet ouais. après-midi. Ouais, bah, Je crois que je c'est pourrais heure pas. Je pourrais Chypre. pas. Ah, ouais. Et en plus, je sais pas s'il y a des rediffs, tu sais, parce que c'est ce que je me suis dit, les personnes qui peuvent pas, parce qu'en plus, tu sais, ils font ça heure Chypre, parce que c'est à Mhm. Nicosia. Mhm. Il y a plein d'Américains hein, qui suivent le truc, bah, même la majorité des gens sont des Américains. Comment, genre, ils gèrent justement le la time zone, et surtout, Mhm. si les gens peuvent pas venir, comment tu Mhm. recordes une session métaverse? Est-ce que c'est juste, bah voilà, il y a un écran dedans et puis il recorde l'écran, ou est-ce que, bah, je sais pas, est-ce qu'il y a une vidéo du métaverse, tu vois, de l'événement dans le métaverse qui pourrait être retransmis sur un YouTube, enfin en vidéo quoi. Mais en vrai, je me suis posé cette question, vraiment. Ouais, Mais on putain. verra, Ouais, je sais carrément. pas. Carrément. Parce que c'est toutes les semaines, hein. Il y a toutes les semaines, Ouais, il y ouais. a un cours, donc si t'es pas assidu, ou si tu peux pas parce que t'as d'autres choses à faire, Ouais. potentiellement tu rates un des topics de la semaine, Ouais, ouais. qui peut être important pour Ouais. la suite en plus. Donc Et du coup, c'est quoi je là? sais C'est pas. quoi aujourd'hui? Intro, je crois, intro NFT, ou Ok. intro blockchain, je crois. Ok. Bah écoute, tu nous diras la semaine prochaine ce que t'en as pensé, hein. Je vais essayer d'y assister, mais ouais, je vous dirai. Ok. Trop cool. On passe à nos petites news et infos de la semaine. Yes. Sauf si t'as autre chose à dire sur les top volumes Non, de non, la semaine. enfin, c'est toujours les mêmes, plus ou moins, donc on va pas dire la même chose chaque semaine. Bon, la news Voilà. de la semaine, elle n'est pas directement liée au NFT quand même, mais il faut qu'on en parle. Elon Musk qui rachète finalement Twitter, enfin qui re-rachète Twitter. Qui veut Twitter racheter, étant ouais. l'espace sur lequel voilà l'immensité, enfin l'immensité, n'importe quoi. La grande majorité, tu vois, des discussions autour des NFT ont lieu. C'est quand même avec Discord, vraiment l'endroit où ça discute NFT tous les jours. Ouais. Euh, Oui, de très très loin, de très très de très très loin très hein, loin. par rapport Ouais, à même YouTube ou autre. Parce grave. je sais pas si tu te souviens, je vous avais fait un espèce de, enfin, data ou insight, un report où je vous disais justement quels réseaux Mm. sociaux était le plus utilisé par les personnes qui lançaient des collections, qui Ouais, achetaient des collections. Donc en fait, ils mesuraient la landing page. Et donc on voyait justement que Twitter euh, générait énormément de trafic sur les Discord, sur les pages justement de Mint, etc. Et de très loin, parce qu'on comparait, je crois que c'était les deltas, ils étaient 80 à 80%, quoi. Et le reste, souvent, c'est du YouTube, un peu d'Instagram, et c'est tout. Donc vraiment, YouTube, c'est pour ça on voulait le mettre ici parce que ça fait partie aussi de l'écosystème à part entière du monde de Web3, Twitter. Et donc du coup, c'est. Alors est-ce que c'est un. Enfin, je sais pas est-ce que c'est positif ou pas. Je sais que Elon Musk, il est vraiment free speech. Il veut vraiment ouvrir la plateforme à voilà, il parlait justement de Donald Trump qui avait été banni, etc. Lui, il est vraiment pour pas justement bannir les personnalités. Il est anti-pub aussi. Donc, est-ce qu'il va peut-être trouver un autre business model pour Twitter? Parce que du coup, on verra moins de posts sponsorisés, sachant que Twitter vit vraiment que de ça, hein, plus ou moins, Mhm. que de la publicité. Donc, il y a ça. Et il veut aussi un autre point, et ça, par contre, c'est positif pour tout le monde, c'est qu'il veut cleaner tous les bots, mais vraiment tous les bots. Et il avait dit justement dans une interview qu'il pourrait mettre genre son équipe de product managers qui bossent sur Tesla en une semaine règle le problème qu'il y a aujourd'hui sur Twitter, C'est c'est-à-dire tous ouf, les hein. bots quoi. Et donc bon, il a des têtes chez Tesla, mais bon, ces gens-là peuvent complètement cleaner le problème. Et franchement, ce problème-là, il est depuis très longtemps. Je comprends pas pourquoi ils se sont pas vraiment emparés de ce sujet, alors qu'ils ils te pondent une PFP, enfin, ils te pondent justement cette feature qui permet de rajouter ton NFT en profile picture, où tu dois payer 3 euros ou 3 dollars par mois pour avoir Ouais, non, ça mais en c'est plus. lunaire. C'est lunaire et c'est pas dispo en Je comprends Europe. pas. Enfin, Ouais. Oh, en non, mais plus, enfin, il y a franchement, énormément de choses à faire. je comprends pas. Je comprends pas. Alors, Mais bon, moi, j'ai déterré quelques infos par rapport à la relation de Elon Musk avec potentiellement, tu vois, le rachat de Twitter. ok. Parce que je trouve très intéressant, c'est ce il a dit publiquement sur Twitter que, alors je vais essayer de retrouver la quote exacte pendant que je discute, mais qu'en gros, l'idée en rachetant Twitter, c'est de faire enfin aboutir sa vision de ce qu'aurait dû être X.com. X.com, c'était son réseau social qu'il voulait monter ou enfin c'était quoi? J'ai pas entendu parler de ce Et truc-là. ben justement, voilà, il a dit Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app. Donc je vous la fais en français. Acheter Twitter, c'est un accélérateur pour créer X, l'application pour tout. Et donc c'est intéressant parce Ok. que j'ai la biographie de Elon Musk. Ah, je l'ai lu aussi.
Je crois qu'il n'y en a qu'une seule encore à date. Et donc, si vous Ouais. l'avez, on ne sait jamais. Page 78, ça vous donne plus d'infos. 80. Page 80, ça vous donne plus d'infos sur X.com. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Elon Musk, il n'a pas commencé avec Tesla, ni avec SpaceX ou quoi Ouais. que ce soit, ni même avec PayPal. Il a commencé avec une boîte qui s'appelait Zip2. Et Zip2, en gros, tu mélanges Google Maps et la fourchette. Donc, tu peux réserver des trucs sur Internet. C'était plutôt moins ça. Il revend Zip2 et avec cet argent-là, il crée X.com. Et X.com, ça va fusionner ensuite avec PayPal. Et lui va devenir patron de PayPal. Mais à la base, il crée X.com justement pour avoir un système qui soit... un système qui permette d'échanger de l'argent sans passer par les banques. Et c'est super intéressant parce qu'on est en 99 et il a déjà cette idée-là. Et donc je vous lis la quote exacte. Là où Zip2 avait été une idée simple et utile, X.com était susceptible d'amorcer une grande révolution. Pour la première fois, Musk allait attaquer de front une industrie riche et solidement bétonnée. On parle ici du système bancaire, en espérant renverser les acteurs déjà installés. Il y avait le sentiment que les banquiers exerçaient mal leur métier et qu'ils parviendraient à faire mieux que quiconque. La création d'X.com en dirait finalement beaucoup sur la créativité de Musk, blablabla. Blablabla. Donc, je vous épargne les détails, mais à la base, c'était ça, X.com. Et je trouve ça super intéressant qu'en rachetant Twitter, tout le monde lui demande pourquoi. La seule réponse qu'il donne, c'est d'aboutir sa vision originelle de ce que devait être X.com. Donc en fait, j'ai l'impression que il va s'inspirer de ce qui se passe en Chine avec WeChat. Où en fait, c'est une application qu'on ne connaît pas, nous, ni en Europe, ni aux États-Unis, qui fait à la fois du chat, à la fois du shopping, à la fois de l'échange, du transfert d'argent entre potes, etc. Et donc, du coup, d'aboutir peut-être à une application qui soit un mix entre Twitter, une banque, et peut-être certainement de la blockchain, parce qu'il en parle, il en a beaucoup parlé. Il échange beaucoup avec, comment il s'appelle, c'est pas Satoshi Nakamoto évidemment, c'est Shibetoshi Nakamoto. On sait aussi que l'ancien patron du coup de Twitter, Jack Dorsey, a monté une boîte qui s'appelle Block, si je me trompe pas. Je sais plus le nom, mais il est 100% sur le Bitcoin, lui. C'était anciennement Square et maintenant ça s'appelle Block. Donc il s'intéresse beaucoup aussi à ces sujets et on sait que Jack Dorsey et Elon Musk parlent régulièrement de tout ça. Bref, je mélange tout ça dans un pot pourri, mais pour moi, ça va bien au-delà de, tu vois, récupérer un média pour jouer de son influence, etc. Je pense qu'il a pour ambition de challenger le système bancaire. Voilà, c'est mon guess. Et donc, du coup, pour les NFT, ça a une implication énorme, parce que challenger le système bancaire pour Elon Musk, ça va forcément passer de près ou de loin par de la crypto. Je ne vois pas comment il ne pourrait pas utiliser ce type de technologie. Et donc, du coup, pour les NFT, qu'est-ce que ça veut dire ? Question mark, mais voilà. Et il a quand même un track record parce que, tu vois, il est quand même rentré dans l'industrie de l'automobile avec quasiment rien du tout en background. Hein. Il a racheté plus ou moins les vestiges de Tesla parce que ça existait déjà avant. Yes. Et il est en train de créer son trou et il pourrait potentiellement le refaire sur une autre industrie. Franchement, c'est ambitieux. Pour l'instant, je crois que... Alors, je sais pas si ça a été vraiment finalisé son achat. En tout cas, il a dit qu'il voulait... Non, c'est pas finalisé. Il ça peut toujours capoter, hein, évidemment. Ouais. Il a dit. L'action, par contre, elle a pris 20% d'un coup. Hein. Ouais, c'est normal. C'est normal. Ouais. Donc voilà, maintenant pour l'NT, je pense pas que Musk soit très fan de l'idée même du digital collectible. Lui-même ayant vendu tout ce qui est là, et c'est pas du tout son délire de posséder les choses. Vitalik Buterin non plus d'ailleurs. Grosse question là-dessus. Je pense qu'il va s'y intéresser si jamais il y a un gros côté utilitaire. Après, tu sais, ces personnes déploient une technologie, c'est les utilisateurs qui en font l'usage, et du coup, tu vois, tu déploies un truc, tu savais pas que Google, quand ça a été lancé, aujourd'hui, on allait faire ce qui a été fait aujourd'hui sur Google, tu vois. Les gens, ils font l'usage qu'il y a. Mais bon, c'est vrai que c'est... Je sais pas. On va voir, hein, ça peut prendre un peu de temps à débloquer tous ces trucs-là, mais... Ouais, mais moi, j'ai la quasi-certitude que ça va bien au-delà de Twitter en tant que tel. En fait. L'ambition va beaucoup plus loin que ça et va inclure forcément des systèmes d'échange monétaire. S'il parle de X, c'est pas un hasard, c'est vraiment clairement orienté là-dessus, pour moi. Cool. Sans transition, Linaji. Linaji, ouais, c'est toi qui avait suivi un peu le truc. Je t'avais envoyé justement un message cette semaine en disant mais c'est quoi ce truc-là c'est quoi ce truc-là? Je dis justement et tout ça. Et on a failli l'évoquer dans le dernier podcast, mais on n'avait pas encore digué le sujet. Donc c'est notre ami Léonidas, dont j'ai parlé la dernière fois, qui avec, des potes archéologues à lui. Alors je vais revenir sur la notion d'archéologue parce que c'est intéressant. Donc Léonidas, c'est l'un des archéologues les plus influents du milieu. Il a quasiment 50 000 followers.
pour un archéologue Ethereum, ça vous donne un peu une idée. On parle vraiment d'archéologue Web3, hein, pas archéologue. Hein. Archéologue, ouais, c'est un archéologue Web3. Qu'est-ce que c'est un NFT, putain ouais. et qu'est-ce que ça veut dire un archéologue Web3? Donc, les NFT ont eu un succès absolument retentissant depuis vraiment, on va dire, 2020-2021. Voilà, fin 2020, début 2021, c'était le moment où ça devenait populaire. Et très rapidement, du coup, à mesure que ça devienne populaire, des experts techniques se sont un peu creusés la tête pour savoir, mais attends, c'était quoi avant 2020, du coup, c'était quoi les tout premiers NFT dont quasiment personne ne parlait et qui étaient vraiment un sujet de gros geeks, en fait, un sujet de ce qu'on appelle des OG, donc des gens qui étaient là depuis le tout début. Et donc est né, je sais pas, je pense pas que ce soit un métier encore pour le moment, mais ça va peut-être le devenir, un archéologue blockchain, donc qui est là pour en fait venir éplucher un à un tous les contrats Ethereum ou peut-être d'autres blockchains, mais ça met beaucoup de temps parce qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de contrats qui ont été créés depuis la naissance d'Ethereum. Et donc l'idée des archéologues, c'est d'essayer de retrouver, en fait, en cherchant un à un dans tous les contrats, quels sont les contrats qui ont des caractéristiques peu ou prou équivalentes à un système de NFT, c'est-à-dire à des jetons qui ne sont pas fongibles les uns avec les autres, et de pouvoir expliquer, bah voilà, le premier à avoir ajouté des JPEG à un NFT, c'est celui-là. Le premier à avoir fait des PFP, en l'occurrence, c'est CryptoPunk. Le premier à avoir fait des noms vraiment comme les ENS, etc., c'est Lineage, on va en parler juste après. Et voilà, en fait. Donc depuis déjà un moment, le consensus c'était de se dire que vraiment les tout premiers NFT créés, c'est les rares PP. On va pas creuser les rares PP aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est né sur Reddit avec un mème qui s'appelle le PP. Donc, c'est une image de grenouille et donc les gens ont créé des cartes qui s'appelaient des cartes qui étaient plutôt rares en général, donc des rares PP. Et donc depuis quelques mois, j'avais rarement entendu parler de ce sujet-là, mais un petit peu. En gros, le consensus était que voilà, tout premier NFT jamais créé sur Ethereum, rare PP. Après, comme tu dis, c'est un archéologue, donc potentiellement, il peut aller chercher encore plus loin et trouver une autre collection ou un autre NFT qui a pu être créé il y a longtemps. Exactement. C'est un peu exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors je parle des rares PP, mais attends, c'est ça que je comprends pas bien, c'est que il a un gros graphe Léonidas sur Twitter où on voit toutes les collections NFT qui ont été changées. Il y a aussi un truc qui s'appelle Etheria, qui a beaucoup revendiqué depuis un moment. Ils ont été créés le 29 octobre 2015. Et donc Etheria était aussi réputé pour être l'un des tout premiers NFT jamais créés. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Léonidas, il a réussi à mettre la main sur un contrat qui date du 30 juillet 2015. Que je ne sais pas si c'est lui qui l'a appelé comme ça ou si ça s'appelait déjà Lineage. Mais voilà, il a retrouvé son contrat qui a été créé encore avant Etheria, avant les RPP, et donc qui serait en fait selon lui le nouveau contrat NFT le plus ancien sur Ethereum qui existe. Et donc il déterre de ce contrat, et en fait ce contrat il permet de créer des noms de domaine, donc exactement comme les ENS dont on parle depuis le début, simplement au lieu d'avoir .eth à la fin, ici on a .og. Et donc, on peut aller sur ce contrat et trouver des noms qui n'ont pas encore été mintés, en minter certains, et tu peux revendiquer le fait que tu as utilisé le tout premier contrat, a priori, NFT qui a été créé. Et voilà. Sachant que Léonidas, avec ses potes, ils ont déterré tout ça, ils ont fait le tri, ils ont réussi à refaire en sorte que tu puisses réutiliser le contrat et ainsi de suite. Je ne crois pas qu'ils aient réussi à contacter, à discuter avec le ou la créatrice de ce projet-là. Mais en tout cas, c'est intéressant ce Etherscan, qui est l'un des sites d'analyse, le site d'analyse Ethereum le plus connu, là où on peut vraiment, techniquement parlant, regarder tous les contrats, comment ils s'exécutent, tous les détails. Etherscan lui-même a validé le fait qu'effectivement, à leur connaissance également, du coup, grâce à cette découverte, c'est le tout premier contrat NFT Ethereum qu'ils aient rencontré à ce jour-là. Et donc, apparemment, si tu vas sur la page, c'est ce que Léonidas dit, si tu vas sur la page Etherscan de ce contrat-là, Ethereum, Etherscan a mis une petite bannière pour dire que c'était le tout premier à la connaissance. Donc il y a même un label contrat NFT. Et ouais, il y a un label qui a été posé sur le site Etherscan sur ce truc-là. Donc c'est pas n'importe qui qui parle de ça. Ça a l'air plutôt legit, et plutôt validé par la communauté. J'ai vu personne venir contredire de manière vraiment sérieuse Léonidas sur ce sujet-là. Donc c'est une découverte qui est intéressante, qui est importante, et qui montre à quel point il y a des choses à creuser en fait sur les NFT où on ne sait pas vraiment tout, qui a créé, quoi, comment, et l'histoire d'un sujet
aussi technologique, aussi récent, et quand même assez complexe à venir retracer en fait. Et donc, du coup, depuis ce tweet, parce que du coup, j'imagine qu'il a tweeté ce truc-là, Ouais, les gens, ils ont commencé à s'exciter et ils ont commencé à racheter un peu tout et n'importe quoi sur le. ouais. Ouais, Donc du c'est coup, pour ça que c'est remonté d'un coup, quoi. ouais, du coup, c'était l'une des collections les plus tradées sur les 7 derniers jours. Donc sur les 7 derniers jours sur OpenSea par exemple, je crois qu'ils doivent s'approcher du top 10. Bref, c'est pas ça qui est intéressant, c'est plutôt la découverte technologique qui est Ouais, ouais. intéressante. Maintenant, voilà, Leonidas, lui, il assure et il dit que voilà, si jamais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, X dizaines d'années, les NFT continuent à perdurer, bah, forcément, ce contrat-là aura une importance historique Historique. Ouais. et une certaine valeur indéniable. Même Sauf s'ils s'il a. trouvent une autre collection qui passe. Après, l'avantage, c'est que eux, Exactement. leur compétition, c'est quand même ENS, tu vois. J'ai l'impression que c'est ENS, du coup, Ethereum Name Service. Voilà, C'est un peu tu la touches le bon. compétition, donc ouais. Tu touches le bon point en fait. La question c'est de savoir historiquement qu'est-ce qui est le plus intéressant. Est-ce que le plus intéressant c'est le tout premier à avoir fait un truc ou est-ce que le plus intéressant c'est le premier à l'avoir popularisé. Et donc si on regarde Ouais. en termes de popularité évidemment c'est les ENS qui ont fait un peu tu vois étalon maître sur le côté nom de domaine Ethereum. Et donc, du coup, sur le futur, c'est vrai que les ENS risquent d'avoir la place prépondérante parce que ce sont les plus connus, c'est eux qui ont popularisé le sujet. Tu vois, on parlait d'Elon Musk et de Tesla tout à l'heure. Bah, Tesla, c'est pas du tout la toute première voiture électrique à être créée. Simplement, aujourd'hui, Ouais. c'est de loin les plus populaires et les plus successful là-dessus. Pourquoi? Parce que ils ont popularisé le truc. Donc du coup, voilà, ça a une importance historique, ça n'a pas vraiment d'importance utilitaire, on va dire, mais voilà, Bah ça a le après, moi, mérite je vois quand même d'être là. deux use cases quand même pour ce genre de collection. C'est les ENS, donc les noms de domaine. C'est soit, en fait, Yes. tu en prends un parce que c'est ta représentation euh, en lettres, donc Mm, ton nom mm. dans l'écosystème. Donc ça veut dire que ça va changer ton nom de ton wallet. En fait, ton adresse wallet, ça va te changer en nom de domaine. Et Alors, donc, du coup, ça va je être plus précise, facile. ça te la change pas, mais en fait, tu peux utiliser les deux. Tu peux utiliser Tu peux soit ton utiliser deux, pardon. adresse Ouais. horrible, relou de base, ou alors le truc de substitution. Exactement. Et donc, du coup, ça te représente toi. Donc, ça, t'as pas vocation à le vendre, entre guillemets, parce que c'est toi. Donc, Mm, tu peux prendre un Paul.eth parce que tu sais que c'est toi et que tu veux être le seul Paul.eth. Donc, du mm, coup, tu voudras jamais vraiment le revendre. Soit mm. tu spécules sur plein de Yes. noms de domaine. C'est comme ce qui s'est passé dans le Web 2 où les gens achetaient des noms de domaine de grosses entreprises pour potentiellement se Mm, voir euh, les revendre parce que ces entreprises-là en ont besoin à un moment donné mm, pour leur business. Mais mm. ouais. Dans tous les cas, moi j'ai commencé à chercher aussi, tu vois, sur ENS, mon pseudo, c'est un peu partout, c'est DEVX, Mm. devx.eth, il y est en ENS, c'est pas en vente, c'est pas listé, mais Mm. je me suis tâté, je pense que je vais le bider, hein, le mec, je vais essayer de le récupérer parce que Ouais, c'est, c'est tu vois, vrai. Ouais, ça me peut-être, ouais. représente et j'ai Maintenant, envie attends, d'avoir 4 mon lettres, propre nom, 4 tu vois. lettres, 4 lettres, ça risque d'être un peu cher, hein, je pense. Ouais, je sais pas, Je crois que j'ai des il est pas stats listé là-dessus. donc En tout cas, j'avoue, un 4 chiffres, c'est 2,5 Ether là en ce moment. d'accord, ouais, il faudrait que tu me donnes, j'ai pas du tout tu sais, l'espèce de range de prix. Ouais, Par lettre. Parce que 3, du coup, c'est ça, hein, le 3 prix lettres. plus, 3 lettres. Ah non. Ah ouais, mais parce que t'as les tirés aussi. Non, non, tu vois, plus t'as non, de c'est pas si lettres, cher. moins c'est cher, c'est ça, hein, Non, non? ce sera pas si cher. Tu vois, le moins cher de 3 lettres, c'est mgz.eth en ce moment, il est à 0,15 Ether. Ok, ça va, ouais. C'est Ok. abordable. Et moi, c'est 4 lettres, hein. Toi, c'est que la tête, donc ce sera encore moins Ouais. cher que ça. Donc en fait, Ok. non. Donc, plus il y a de lettres, Moins c'est moins cher. c'est cher. Ok. Ouais, normal. Hmm. Bref, voilà, c'était ce que j'avais à dire sur l'Energy. Voilà, c'est vraiment intéressant et c'est une pièce d'histoire qui a été déterrée grâce à Léonidas. Je vous vraiment conseille de suivre ce compte-là, On Léonidas mettra NFT dans les sur footnotes. Twitter. Ouais, Ouais. oui, c'est vrai qu'il est en lien dans les footnotes. Mais allez suivre, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment des gens qui sont sérieux et qui partagent toujours des choses super intéressantes. Allez, c'est à ton tour sur la Moonbird DAO du coup. Alors, Moonbird DAO, j'ai pas énormément de news. J'ai juste vu un thread de Kevin Rose qui expliquait justement comme quoi il allait mettre un peu d'argent dans cette DAO. Déjà, on va peut-être expliquer qu'est-ce que c'est une DAO. En fait, c'est une Yes. organisation. Tu complètes hein, si besoin, parce que du coup, on a tous un peu des définitions et peut-être que pour le Mm. vulgariser, tu vas peut-être plus m'aider. En Mm. fait, c'est une organisation décentralisée, donc DAO, Decentralized Autonomous Organization. Et en fait, dans cette organisation, toutes les règles de gouvernance, elles sont
inscrites et transparentes dans une blockchain, et elles sont automatisées. Ok. Voilà. Ok. Et ça permet justement d'avoir justement une entreprise qui ne peut pas spécialement être arrêtée parce que c'est la DAO qui la contrôle, donc c'est tout le monde, toutes les personnes qui sont impliquées. Il n'y a aucune personne qui peut potentiellement, comme je disais justement, manipuler ou en tout cas contrôler l'entreprise. Il n'y a pas de CEO en fait, c'est juste toutes les personnes qui possèdent potentiellement un NFT. Donc on peut prendre le NFT comme token de gouvernance, et donc du coup tout le monde a un droit de vote pour les décisions de l'entreprise. Et donc du coup tout est transparent, tout est auditable dans cette organisation-là. Donc c'est un peu, potentiellement on pourrait dire utopique, mais depuis qu'on voit arriver la blockchain, etc., c'est de plus en plus réel, entre guillemets. Il y a des boîtes qui commencent déjà à faire ce genre de truc. Voilà. C'est une utilité supplémentaire au fait de posséder un NFT. Parfois dans les collections, quand tu possèdes l'un des 10 000 personnages, on va dire que tu as un droit de vote du coup parmi les 10 000 dès qu'il y a une proposition qui est soumise à la communauté. C'est très bien résumé, Devac, j'ai rien à rajouter. Et du coup, Moonbird, donc c'est une des collections dont justement Paul en parlait assez souvent parce que tu étais assez proche de cette collection-là. Ouais, j'aime bien. T'aimes bien. Qui fait partie des top 3 collections qui ont le plus cartonné. Je crois que c'est même la première qui a eu le plus de ventes en ça dépend ce que tu regardes en termes de volume historique sur toute l'histoire des NFT. Non. Ils sont en lancement, ouais, c'était les plus gros en fait. C'est le plus gros lancement de NFT ever. Ouais, vraiment, sur les 7 premiers jours des collections NFT, c'est celui qui a eu le plus de volume. Peut-être que depuis les Other Deeds des Bored Ape l'a dépassé, ça m'étonnerait pas sur les 7 premiers jours de lancement de collection. Justement. Mais vraiment, au moment où ça a été lancé, c'était vraiment fulgurant. Tu vois, les Moonbirds, c'est la 8e collection la plus tradée de tous les temps. Ouais. Quand même. C'est ouf. Ouais, non, c'est une grosse collection. Et puis, l'idée par un mec qui est quand même très respecté dans le milieu, etc. Donc, il fait partie, on peut le considérer comme peut-être blue chip ou niveau de blue chip. Ouais, bleu ciel chip, ouais. Mais ouais, pour moi, c'est une collection qui a la particularité de s'intéresser plutôt au côté artistique, plutôt au côté œuvre d'art, artiste des NFT. Quand les autres sont plus sur d'autres sujets, genre technique ou communauté, etc. Eux, c'est plutôt l'art. Et donc, du coup, Louis, ce qu'il veut faire, c'est que dans cette DAO, il va allouer un budget pour faire tourner cette DAO. Donc, en fait, c'est Proof. C'est encore au niveau dessus. Donc, Proof, c'est, on va dire, la holding de Kevin Rose. Et en fait, au sein de Proof, il y a les différentes collections. Donc, il y a Moonbird, il y a Oddities. Et donc, du coup, la DAO, elle sera au niveau de Proof. Et donc, ils vont mettre de l'argent. Donc, ils vont récupérer, je crois... alors, dans le détail, ils disent 2 millions en Ether, parce que donc ça, je pense que c'est l'argent qu'il a pu lever grâce au mint. Donc, il va mettre, il va prendre une partie. Donc, il a levé beaucoup, parce que je sais plus combien c'était le lancement. 2 Ether, il y avait 10 000. Ouais, ça va vite. Ça fait 20 000 Ether. 20 millions, 20 000 Ether. À l'époque, ça devait être 3 000 $ l'Ether. Enfin bref, on va pas faire les calculs, mais beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup d'argent. Donc, il a mis 2 millions là-dedans. Il a pris 100K de Moonbird de la trésorerie de Proof. Et 500K de Moonbird. Ils ont racheté en fait quelques Moonbird. Donc ça fait à peu près, ils disent 37 Moonbird. Donc ils ont 37 Moonbird. Et donc du coup, et ils vont mettre. Il y a un autre point aussi, c'est intéressant, c'est que 35% des royalties en secondary des Moonbird et des Odysseys, elles vont aller directement dans la DAO. Donc ça veut dire que c'est pas juste on va dire un budget fixe. C'est qu'aujourd'hui, chaque échange effectué dans l'écosystème Proof, une partie sera renversée dans la DAO. Donc, du coup, ça peut potentiellement faire perdurer cette organisation. Concrètement, dans la DAO, c'est quoi l'objectif derrière? C'est que la communauté, les gens qui ont des Moonbird peuvent venir soumettre des idées, genre moi je veux faire des tasses à café Moonbird, est-ce que vous êtes prêt à me filer de l'argent pour que je déploie la marque Moonbird Café, machin truc? Okay. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment défini. Alors, du coup, je crois qu'il a droppé un doc, un wiki. Justement parce que sa roadmap votre 2023, il y a pas mal de choses apparemment prévues et quasiment tout va sortir. En tout cas, il y a rien quasiment qui est sorti cette année parce qu'ils sont en train de travailler dessus, et comme ils le disent très bien dans tous les
les interviews qu'il a pu donner, c'est qu'en fait, une entreprise, ça se monte pas en 5 Et oui, mois. et puis il Ils s'attendait ont pas à besoin un de bosser succès dessus, pareil quoi. en fait. Lui, il En lançait plus, ses ouais. Moonbird, il s'est dit bah c'est cool, je suis déjà un peu connu, ça va bien marcher. Mais à ce point que ça explose tous les compteurs, il s'attendait pas du tout à ça. Donc en fait, ils ont été un peu dépassés par le niveau d'engouement. Ça a pris du temps du coup pour eux de vraiment commencer à construire leur produit futur, quoi. Mais bref, c'est cool en tout cas. C'est ça. C'est chouette, il y a beaucoup de systèmes qui sont comme ça, qu'on retrouve pas mal dans différentes collections avec des DAO sur lesquels la communauté peut soumettre des projets et se faire financer par l'entreprise ou par le projet. Et c'est plutôt cool parce que si jamais vous y connaissez pas grand-chose au NFT et que vous voulez vous y mettre, etc., vous pouvez simplement vous renseigner sur tout ça. Peut-être que parfois, même sans posséder l'un des 10 000 personnages, vous avez le droit de soumettre des idées dans une DAO et voir si ça peut marcher ou pas. Vous ne pourrez pas voter, mais vous pouvez peut-être en soumettre. Parfois, ça peut arriver. En tout cas, c'est des bons moyens de s'impliquer dans des communautés sans avoir forcément à dépenser 1000 balles, 10 000 balles, 100 000 balles pour faire partie du truc, quoi. J'ai vu pas mal de gens. Là, tu vois, chez Artefact, par exemple, il y a pas mal de gens de la communauté qui viennent d'être embauchés par Artefact pour gérer Ah ouais. justement leur community management, etc. Donc, ils en ont embauché 2-3 là. Certains qui étaient vraiment tous les jours en train de parler de Artefact et Putain, c'est ouf. expliquer, vulgariser ce qui se passait. Et maintenant, ils sont embauchés ils font partie des employés, tu vois. Et bah, tu sais quoi, on peut faire une transition sur la Community Council Ah, des vas-y. Bored Ape. Ouais, carrément. Tu y vas ou j'y vais? C'est comme tu veux. Bon, vas-y. J'ai l'impression. Alors, je sais pas qui sont les premiers à avoir fait ça, mais c'est marrant parce qu'il y a un mois, les Cool Cats ont fait pareil. Donc, l'idée. Ok. Ouais, ouais. Donc, l'idée pour les Bored Ape, en gros, c'est que aujourd'hui, il y a deux niveaux. Il y a les fondateurs d'un projet et du coup, leurs employés. Donc, la boîte, en gros. Et à côté, ben, il y a les gens qui possèdent l'un des 10 000 personnages. Mais du coup, ils sont 10 000. Donc, tu as un gros gap entre peut-être les 10 personnes qui bossent sur le projet et puis les 10 000 derrière qui font partie de la communauté. Et parmi les 10 000 personnes qui ont l'un des personnages, il y en a forcément certains qui sont beaucoup plus impliqués que d'autres. Et donc l'idée pour certains projets, c'est de se dire comment on peut créer un troisième niveau, un peu entre les deux, où on va prendre, je sais pas, 10, 20, 30 personnes de la communauté qui vont pas être employés par notre projet, on va pas leur envoyer d'argent ou quoi, mais ils vont pas non plus être des possesseurs lambda du truc. On va leur donner des rôles un peu plus significatifs, un peu plus importants. Ils vont prendre des décisions pour nous, ils vont nous aider à prendre les bonnes décisions et à faire l'intermédiaire entre nous et puis l'ensemble de la communauté. Et donc du coup, Bored Ape a décidé de faire ça. Ils ont nommé 7 personnes dans un conseil. C'est des personnes qui sont là depuis le début, qui parlent beaucoup de tout ce qui se passe et qui font la promotion énormément des Bored Ape depuis le début. Et donc qui sont ni employés ni collecteurs lambda, mais qui deviennent un statut intermédiaire où ils vont pouvoir participer à des décisions, participer à notamment peut-être des discussions un peu confidentielles, et pouvoir Ouais. voilà, jouer le rôle un peu d'advisor, de faire porter la voix de la communauté auprès des fondateurs et de la boîte, et je trouve que c'est très sain et très chouette. Ouais, et en plus, ils vont prêcher un peu la bonne parole en externe, c'est-à-dire qu'ils vont aussi créer Ok, des projets de meet-up, etc. Donc, ouais, vraiment, tu vois, s'il y a des gens qui sont, je sais pas, plus en Europe, aux US, etc. Donc, je pense que dans les 7 membres, ils ont vraiment bien choisi pour pouvoir justement créer ces projets-là. mm. Et c'est des gens qui ont bossé gratuitement, entre guillemets. Ils ont été proactifs, ils étaient positifs, ils contribuaient beaucoup au club, justement. Ouais, au succès des Et donc, collections. du Ouais. coup, ils ont été repérés par les équipes, les équipes fondateurs de Bored Ape. Donc, ils ont vraiment été choisis. Et donc, on connaît leur nom, on connaît leur nom Twitter, etc. Mm. Et il y a un truc qui est intéressant, je sais pas si tu as vu, c'est que Yuga, ils ont teasé la même chose pour CryptoPunks, Ah, Mibit et non. Other Sides. Donc ça, là, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est Ah. indirectement, c'est de créer justement des gens qui vont vraiment influencer, parce que tout le monde va vouloir se buter pour être Ouais, donc du dans coup le là ça Community va se Council, battre tu vois. pour faire partie des Exactement, influenceurs c'est Mibits, quoi. ça. Et Ouais, et marrant. CryptoPunks et Other Sides. Donc Enfin, du coup, influenceurs. il y a naturellement, tu sais, ils vont faire encore beaucoup plus Ouais, que ce ouais, qui est fait aujourd'hui, donc ça ok, va faire monter un peu la valeur de Bored Ape. ok, Mais c'est marrant. intéressant, ouais. Ouais, très stylé, très cool. Tu nous parles de Lacoste? Lacoste, ouais. Ah, vous connaissez très bien Lacoste, surtout en France, parce que c'est une marque française. Vous avez peut-être pas vu passer la première collection, donc ils se sont lancés dans le NFT en juin dernier. Le podcast n'existait pas à ce moment-là, donc on n'a pas pu couvrir ce launch. La collection s'appelle Underwater. C'est écrit un peu bizarrement, c'est UNDW3. Et c'est un pass Genesis. Il y a à peu près 11 000 pièces dans cette collection. Là, j'ai regardé un peu les stats. À date, il y a à peu près 65% de owner unique owner. Donc c'est Mhm. quand même assez bien.
Mhm. en termes de répartition. Il n'y a que 2% qui sont listés. Donc les gens y hold parce que Mhm. potentiellement ils sentent qu'il y a des trucs qui vont arriver. Et c'est ce que je vais vous dire juste après. Et Mhm. après, voilà, il y a quand même pas mal de volume échangé. Je crois que j'ai vu 2448 Ethers échangés depuis le lancement, depuis juin. Donc il y Mhm. a quand même voilà, quelques échanges. Sachant que Lacoste, c'est une marque française. Elle n'a pas la puissance d'un Nike, je dirais, au niveau global. Non. C'est quand même assez connu, hein, surtout grâce au tennis, etc. Elle est quand même assez. Enfin, le branding, il est quand même assez fort dans certaines communautés à l'international. Mais voilà, il faut Ouais. savoir que c'est vraiment une marque française puissante en France. Ouais. Et voilà. Et ce qu'ils ont fait aussi sur cette collection-là, en juin, c'est que 50 personnes, alors je ne sais pas comment ils ont été choisis, ces 50 personnes, mais ces 50 personnes, elles ont eu le privilège de participer à un événement physique dans le flagship Deschamps, flagship Ah, ok, Lacoste cool. Deschamps, Sympa. avec récompense polo Underwater, donc Ah ouais. forcément unique, etc. Donc avec des, je sais Ok. pas ce qui s'est vraiment passé là-dessus. Enfin, pendant l'événement, j'ai pas vraiment regardé. Mais en tout cas, voilà, ils ont eu la chance de pouvoir participer à cet événement-là et récupérer quelques merch. Et Cool. donc là, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont annoncé, c'est faire un airdrop profile picture, parce qu'en fait, le Hmm. enfin, le NFT qu'ils ont pu créer en juin, c'est pas une profile picture en fait, c'est une image qui est similaire pour tout le monde. Donc Ouais. tu vois juste un crocodile un peu sortir de l'eau et c'est un peu Ouais. sombre. Et là, donc là, Ouais. ils vont airdropper une profile picture, donc ça va être un espèce de, enfin ils disent que c'est potentiellement la communauté dit que ça va être un crocodile qui va porter justement les pièces de Lacoste. Donc les pièces un peu uniques de Lacoste. Ah ouais, tu Et ils crois? vont Ok. créer, ouais, parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les attributs de chaque NFT ont été votés par la communauté. Donc tu vois, on revient au sujet du DAO entre Mhm. guillemets. Donc en fait, la communauté a participé. Donc tous les détenteurs du NFT Genesis Pass Underwater ont voté pour tel ou tel trait choisi enfin proposé par la marque. Et donc du coup, ils ont fait aussi ces stratégies justement de rareté, etc. Donc certains crocodiles vont avoir certaines pièces qui sont plus ou moins rares au sein de l'écosystème Lacoste. Mhm. Et sur le site, du coup, il y a aussi la roadmap qui est live. Et on le mettra encore une fois dans les footnotes. Mais voilà, ils accélèrent beaucoup Lacoste dessus. Et ils le font bien, je trouve. Parce que, tu vois, sur le drop en juin, il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de scam ou même de bots qui sont venus récupérer les, euh, les NFT. Et souvent, c'est quand même un bad buzz. Et ça ruine un peu un lancement. Et surtout, dans le Web3, les gens perdent de l'argent, ça fait chier. Là, enfin, tout a été plutôt bien fait. Même, tu vois, je veux dire, niveau sur le site, etc. L'expérience a été assez cool. Moi, j'avais tenté de mémoire. Ok. Après, Ok. je me suis revenu, je suis revenu derrière. J'avais pas spécialement envie euh, sur la coste, mais je trouvais que c'était plutôt bien fait. Et donc, je pense qu'ils sont très bien accompagnés. Je pense que les mecs derrière qui sont au sein de la coste, ils ont vraiment une stratégie long terme pour la coste pour définir potentiellement une communauté de gens qui veulent potentiellement enfin, travailler avec Lacoste, des gens vraiment des fans, quoi, tu vois, vraiment des fans Mhm. de Lacoste et ils arrivent à créer une espèce de pyramide de communauté, tu vois, avec ces Mhm. détenteurs qui vont avoir une PFP aujourd'hui. Et donc Ok, là, ils ont intéressant. réussi à en vendre 11 000 hein, quand même, hein, pour une Ouais, marque j'ai vu, ouais. Ouais, Lacoste. ouais, je suis en train de regarder, ouais. La collection Lacoste Underwater The C'est ça. Emerge. Donc ça, c'est les C'est la personnages qui première. vont bientôt être révélés. Ok, marrant. Sympa. Bah, on va voir si ça a du succès ou pas. Ouais, J'ai hâte ouais, de voir ce qu'ils vont pouvoir apporter d'autres à la communauté que 50 personnes qui vont à un truc, ce qui est déjà un très événement. chouette. Ouais. Mais faut vraiment que les marques se posent la question de ce qu'elles vont apporter aux détenteurs de leur NFT, quoi. Pour l'instant, on voit pas vraiment d'innovation, à part je vois Nike qui ont Ouais, quand c'est pas même fait évident. du forging qui Nike, peut c'est être énorme. intéressant. Tiffany, ils ont bien joué leur. Tu vois, Tiffany, Tiffany, c'était cool. C'était ouais, un bon moyen à la fois de, tu vois, de respecter ta marque, de pas faire n'importe quoi, en même temps d'avoir un truc cool. Pour un peu rappel, ils ont créé élitiste. des bijoux sur mesure pour certains des Ouais. punks. Donc, ils avaient un punk fait avec voilà, les artisans de Tiffany qui les ont créés à la main. Bon, ça coûtait une fortune, évidemment, mais c'est vraiment des bijoux sur mesure uniques avec le savoir-faire de Tiffany. C'est plutôt une bonne manière, tu vois, de mêler à la fois ton côté artisanal, authenticité, ton Ouais. entreprise Web 2, enfin ton entreprise traditionnelle et le Web 3. Enfin bref. Mais ok, cool, intéressant les pas de Lacoste. C'est cool qu'ils prennent leur crocodile et qu'ils en fait un PFP, ouais. Ouais, c'est. En plus, je pense que ça va être stylé, en vrai. Je pense que le Croco, la PFP, elle va être vraiment stylée parce ils sont en train de prendre aussi tous les feedbacks de ce qui a été fait J'ai vu aujourd'hui, leur à vidéo là sur date. Twitter, là, ils montrent des exemples.
Ah bah voilà, bah, j'ai pas fait gaffe, mais je pense que c'est stylé. Ouais. On va enchaîner sur toutes les news Gary V, rapidement. tu m'as dit qu'il me Gary montait un V, truc énorme là. Je sais pas de quoi tu yes. parles, j'ai pas vu ça passer. Donc je suis curieux. Ah, je vais pas envie de faire un gros focus sur Gary V, mais en fait, Gary V, il Oui, a lancé une arrêtez tout de suite cet épisode, collection. allez taper Gary V sur internet Gary V, et vous revenez après. voilà, très vocal dans le monde du Web3 et même dans le monde du marketing, hein, même avant. Yes. Il a VeeFriends, il est à fond dessus et il a fait un deal avec Toys R Us et Ah, mais Macy's. oui, je suis con, j'ai vu passer les vidéos. Mais oui, oui, vas-y. Figurines qui vont sortir, des figurines en fait, et des jouets qui vont sortir mi-octobre là, à l'image des personnes enfin à l'image des NFT quoi. Et donc ils vont choisir plus ou moins, en fait il y a plusieurs animaux, disons, genre en anglais c'est genre Passions Panda, genre il a toujours je veux dire des animaux avec une identité un peu particulière, et donc du coup là ils vont en sortir je crois 5 ou 7, entre 5 et 7, donc des personnes qui ont le NFT vont recevoir en fait ce jouet gratuitement. Par contre, les produits qui vont être vendus en magasin, donc c'est entre $10 et $30, pour les produits qui vont être vendus en magasin, les holders ne recevront pas de kickback, de royalties. Ok. Donc, ça, tu vois, je sais pas, tu vois, on s'est dit à un moment donné, ça peut être intéressant de faire cohabiter la communauté dans le business aussi de la marque. Là, cette use case-là, et peut-être que VeeFriends, ils ont pas cessé les droits. On avait fait un épisode sur ça, le 660, etc. Lui, en fait, il garde complètement l'ownership de tout, en fait. Ok. Et donc, du coup, tu possèdes juste un NFT, mais c'est juste, voilà, tu as profile picture. Lui, il peut faire ce qu'il veut, entre guillemets. Et donc, c'est ce qu'il fait ici. Donc, voilà, ça va monter directement chez Gary. Mais en tout cas, intéressant d'avoir fait un gros partenariat avec Toys R Us. C'est quand même des gros noms. Hein. Toys R Us et Macy's. Macy's, c'est un énorme magasin aux US qui vend un peu de tout. Et donc, voilà, on va pouvoir voir des jouets. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce move. Ok, très cool. On parle des autres petites news de la semaine rapidement. Artefact, j'en parle rapidement. Ils sont en train de teaser un truc par rapport au clone, en expliquant que là, ce mois-ci d'octobre, ça va être le clone October. Oh. Ouais, et que d'ici fin de semaine, donc d'ici dimanche, nous le podcast on va le sortir dimanche, mais là en ce moment, au moment où on se parle avec Devac, on est vendredi. Peut-être qu'il y aura eu des nouvelles qui vont être annoncées. C'est pas grave, on n'est pas là pour commenter l'actu au moment où elle se passe. On décryptera ça tranquillement la semaine prochaine. Bon, mais le d'ici mettra dans semaine le prochaine, si ça sort dimanche. Ouais. peut-être qu'on pourra le mettre Si dans la newsletter, effectivement. Maintenant, il risque d'y avoir du nouveau d'ici fin de semaine, normalement, côté Artefact et côté les next steps pour les clones X. Là, il y a une image, il y a une vidéo avec un œuf qui a été publiée par Artefact. Donc, potentiellement, les gens spéculent sur le côté, comme ça s'appelle un clone X, que tu puisses justement cloner en fait ton personnage pour peut-être revendre des copies de ton personnage. Ce qui ressemblerait peut-être un petit peu aux Doodles avec les duplicators. Enfin bref, on va voir, mais il y a un truc qui se trame côté Artefact. À suivre. C'est pour ça que la collection a repris des couleurs récemment et qu'elle est dans le top 10. Ah oui, ouais, bah oui, forcément. Les Cool Cats, nous, un partenariat avec Amonica Brands. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Animoca, ouais, enfin, vite fait, hein, c'est un gros plus 1 pour Cool Cat. Et de toute façon, on l'a vu, je crois que le floor, il a pris un peu de couleur récemment. Ouais, un peu beaucoup, ouais. Et donc, du coup, il y a un gros partenariat. Je ne sais pas s'ils ont investi dedans. Animoca Brands, donc Amonica a investi dans les Cool Cats. Ils n'ont pas précisé combien. Mais voilà, il y a un partenariat qui se lance. Mais Amonica, tu sais ce qu'ils font exactement, toi? Je crois que j'ai une petite idée rapide. Mais... C'est pas eux qui s'occupent aussi de The Other Side? Non, je crois pas. Animoca Brands, ils ont, en fait, c'est un studio un peu de jeux Web3. Ils ont plein de trucs dans leur portfolio. En fait, c'est des investisseurs, quoi. C'est des investisseurs, mais ils sont très focus sur le play to earn dans leur portfolio. Et donc, du coup, avec ce qu'ils veulent faire avec Cool Cats, c'est concrètement faire le nouveau Disney, quoi. Ils veulent vraiment faire grandir l'IP et vendre vraiment l'IP un peu cute et en faire un nouveau Disney, quoi. Ouais. Donc ça passe partout, hein. Ça passe par un jeu vidéo, potentiellement, ça passe par... Si, ils ont bossé sur Other Side. Le logo Animoca Brands, il est sur le site de Other Side. Ok. Avec Improbable aussi. Improbable et Anomica. Et voilà, j'avais vu qu'il y avait... Je savais pas qu'ils étaient dessus. Improbable, je savais, mais ok, d'accord. Je pense qu'ils ont bien... Animoca aussi, ouais.
Mais c'est un gros move pour d'avoir un Animoca brand derrière. Ouais, parce que je Coolcat, pense c'est un gros move. que j'ai hâte de voir vraiment la naissance des vrais métavers, donc ceux qui sont créés par ces collections-là, qui ont déjà du succès, et voir si tu vois, tu pourras incarner ton Coolcat dans l'univers de Bored Ape, et tu vois, est-ce que ce sera vraiment interopérable? J'ai Ouais. vraiment tellement hâte de voir ces moments apparaître. Mais ok, cool. Qu'est-ce qu'on a noté d'autre? Ça va être de ton côté après. Ouais. Pirates? Ouais, en fait j'étais à un événement hier, un meet-up, Pirates Lab, Cool. et donc c'était un meet-up avec des gens qui, enfin il y avait une conférence, hein, il y avait des personnes qui faisaient des discours sur le Web 3, notamment sur les NFT et le Metaverse. Et il y avait une, je sais plus comment ça s'appelle, une fille de chez Groupe Casino, donc ça va parler un peu média parce que du coup ça nous parle un peu de nous deux, et en fait elle nous expliquait qu'elle avait lancé plusieurs projets déjà au sein de Groupe Casino. Franchement j'ai pas tout vu passer, mais ils ont un terrain sur Sandbox, ils ont des 2x2 sur Sandbox, ils ont une marque en fait au sein du Groupe Casino qui s'appelle La Nouvelle Cave. Ils ont lancé une collection NFT pour justement tracer, authentifier et certifier certains vins, parce qu'ils ont des vins on va dire prestigieux, et donc du coup des personnes pouvaient acheter un vin et ils reçoivent justement un NFT. Donc ils l'ont fait à petite échelle, parce que La Nouvelle Cave, c'est un truc un peu parisien, je crois qu'il y en a 2 à Paris, et donc du coup ils l'ont fait à petite échelle. Et tous les projets qu'ils ont pu lancer, ils ont lancé un truc avec Leader Price, ça fait partie du groupe aussi, pareil, une espèce de collection NFT pour reward un peu les personnes qui voudraient je sais plus trop ce qu'elle avait fait, mais je crois que c'était un truc un peu de loyalty. Et avec Monoprix, ils ont lancé des stands apparemment dans des magasins de Monoprix pour un peu faire du learning. Donc des petites mamies qui viendraient dans les magasins Monoprix, pouvaient minter en live dans un magasin Monoprix. Sérieux? Ouais. Alors je sais pas encore. Elle expliquait un peu, on va dire en crash. Tu sais, c'est un talk, ils donnent pas tous les détails. Je vais aller checker quand même. Mais voilà, Groupe Casino avance quand même pas mal sur Web3 et Metaverse, etc. Le jour où ma mère vient de me voir, elle me dit « Ouais, c'est super, je viens de minter, tu connais ?» Ça va peut-être arriver dans quelques années. Peut-être, ouais. Mais bon, en tout cas, ils ont lancé quelques initiatives pour rendre simple l'accès au Web3 NFT à toutes les personnes qui ne sont pas spécialement dans le milieu. Ce qu'on essaie de faire, nous aussi, à notre niveau. Exactement. Et ben écoute, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, sauf si tu as d'autres choses à rajouter. Non, parfait. Si vous êtes toujours là, avouez, vous avez kiffé, donc mettez-nous 5 étoiles là où vous nous écoutez et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram et via notre newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Allez, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Compatible to that of a go by. Load up the info cause I'm sure to blow the whole spot. Find him at night and invite him to the finest live performance of an orthodoxy. Follow as I globe try so hot under the light of the stage. That's what my worries away into a puddle of what I've been running from. Let's just intensify the atmosphere a little more. I have the mic so my controller wants to see your hands raised.